Bon. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bon, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Donc, dans le webinaire d'aujourd'hui, on va en fait vous transmettre les résultats d'une étude. Cette étude, en fait, on en a, je crois, tous et toutes ressenti le besoin cette année, puisque l'année a été évidemment hyper particulière. On ne va pas revenir dessus, mais on le sait avec le Covid, etc. Et on se rend compte que du coup, il y a plein de choses qu'on sait ou qu'on croit savoir sur nos prospects. Et puis, il y a plein de choses qu'on sait vraiment ignorer. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était vraiment le bon moment pour vraiment se pencher là-dessus, lister toutes les questions qu'on se pose tous, toutes les hypothèses que l'on a, toutes les questions sans réponse, et de façon à interroger les mieux placés pour nous répondre et pour nous apporter des certitudes, à savoir les cibles en elles-mêmes. Donc, du coup, on a fait appel à notre partenaire OpinionWay. Donc, je remercie Stéphane Lefebvre et Anatole Vigneault. Je la remercie d'autant plus que c'est une étude qui n'était pas simple, puisqu'on est arrivé avec une très grande liste de questions, mais vraiment très grande, toutes plus importantes et toutes plus cruciales les unes que les autres. Donc, on ne voulait surtout pas en couper une, hein, on voulait toutes nos réponses. Mais ça a été tout leur savoir-faire que de réussir à répondre à notre besoin à tous. Et puis aussi une étude qui est très intéressante parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on arrive à faire une étude avec un panel aussi important. C'était un point clé pour nous de réussir à avoir un nombre vraiment important de répondants pour que les résultats soient solides et qu'on ne soit pas juste sur quelques dizaines de répondants, mais vraiment sur beaucoup de répondants. Donc, on s'est intéressé donc aux terminales, qui sont donc le cœur de notre cible, les terminales qui veulent continuer des études supérieures, bien sûr. Et OpinionWay a réussi à batailler et a réussi à avoir plus de 400 jeunes dans notre cible qui ont répondu. Donc, ce qui rend les résultats d'autant plus intéressants à scruter derrière. Voilà. Et donc, voilà, sans plus attendre, je vais laisser la parole du coup à Stéphane et Anatole qui vont nous présenter tous ces résultats d'études. On a 1h30 devant nous. La première heure va être consacrée justement aux résultats d'études présentés par Stéphane et Anatole. Et ensuite, il nous restera une vraie demi-heure pour échanger et faire des questions-réponses. Si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à les mettre dans la messagerie Teams. Nous, on les note et du coup, à la fin de la réunion, on y répondra tout de suite. Stéphane, je vous en prie. Parfait. Sandra, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est aussi une présentation à deux voix puisque Aude interviendra également dans la présentation pour présenter certains slides sur les questions ouvertes. Je vais vous partager, si vous êtes d'accord, mon écran. Je pense que j'ai l'autorisation. Et voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran. Hop, je vais vous mettre ça en plein écran. C'est bon pour tout le monde. Si peut-être Sandra, Aude ou Anatole, vous pouvez me dire que vous voyez. Oui, c'est bon, Stéphane, on voit bien. Ok, nickel, merci. Alors, juste, Sandra, vous en a parlé un petit peu. La méthodologie est quand même importante. Je vais juste y passer 2 minutes sur 2 points clés. D'abord, la cible que l'on a interrogée, en effet, 404 étudiants, quand on dit plus de 400, en effet 404 étudiants qui sont aujourd'hui en terminale dans les filières générales, technologiques et professionnelles et surtout qui avaient un projet pour poursuivre leurs études l'an prochain. Donc, on avait quand même un petit levier supplémentaire à activer qui était justement cette projection sur leur avenir. Ça, c'est le point important sur la cible. Le deuxième point important, c'est la date du terrain. 4 juin, 15 juin, vous voyez, c'est tout frais. Hein. On était encore là il y a quelques minutes à retravailler les résultats. C'est des résultats tout chauds. Donc, il y a notamment cette date de terrain, il faut bien la tenir en tête parce qu'il y a notamment une question, vous allez voir un peu plus tard, qui aura dont les résultats, vous allez avoir une explication avec la date du terrain notamment. Et puis 4 juin, 15 juin, c'est quand même une période un peu où ils étaient en train de préparer le bac. C'est aussi pour ça qu'on a eu un petit peu de difficulté à les avoir, mais finalement, on a réussi à avoir l'ensemble de ces étudiants de terminale. Rapidement, le profil, je vous laisserai regarder un petit peu plus tard tranquillement à la tête reposée, mais juste pour vous dire que c'est un profil assez classique de ce que l'on voit sur cette population de 16-19 ans qui sont des élèves de terminale, un âge moyen de 18 ans. Vous voyez un petit peu la répartition, notamment par âge, par région, par catégorie d'agglomération et puis par genre homme versus femme.
On a 5 parties dans cette présentation. Ça va durer un petit peu moins d'1 heure, donc on va prendre notre temps, notamment sur le premier slide, pour que je puisse vous expliquer un petit peu comment fonctionne la lecture de ces différents résultats. Et puis, en effet, comme vous disiez Sandra, n'hésitez pas à intervenir. Le seul point, c'est que je suis moi personnellement en mode plein écran, donc je ne vois que mon écran, que la présentation. Je ne vois pas vos questions, donc n'hésitez pas, Sandra ou autre, s'il y a des questions qui arrivent en cours de route. La première partie on va se concentrer un petit peu sur leur orientation et l'accompagnement, la perception de l'accompagnement qu'ils ont eu dans le choix post-terminal. Et notamment la première question, qui est quand même une question très importante pour eux, qui était dans quelle mesure votre recherche de formation post-bac vous préoccupe. Et on se rend compte quand même que, oui, on a 9 étudiants, 9 élèves de terminale sur 10 qui nous disent qu'ils sont préoccupés par leur recherche de formation post-bac. Alors 9 sur 10, c'est beaucoup. Ce qui est surtout encore plus inquiétant, entre guillemets, c'est de voir ce 65% d'élèves de terminale qui, à cette époque-là de l'année, donc encore une fois début juin, nous disaient « ouais, je suis quand même très préoccupé par la recherche de ma formation post-bac ». Ils sont, dans cette période-là, en phase de révision de bac, et 2 tiers d'entre eux sont très préoccupés sur la recherche de formation post-bac. Donc un stress qui vient s'accumuler avec déjà le stress de passer le bac et le fait que ma situation pour l'année prochaine, elle n'est pas encore actuellement tout à fait claire. Donc 2 tiers des élèves de terminale, un point important, je me permets d'insister sur ce slide-là un petit peu, aujourd'hui, enfin au moment où ils passent leur bac, étaient très préoccupés par la recherche de formation post-bac. Et bien évidemment, vous allez le voir tout au long de la présentation, de temps en temps, on vous met des petits chiffres en vert ou en rouge. Ce sont les différences significatives. En vert, quand c'était une différence significative supérieure, en rouge, une différence significative inférieure, c'est-à-dire que les personnes qui nous ont dit qu'ils étaient très préoccupés, on va en trouver encore plus auprès des gens qui nous ont, par exemple, qui avaient une candidature en attente de retour, ou auprès des gens qui avaient le sentiment de ne pas disposer de suffisamment d'informations sur l'orientation. Donc, ça vous donne des éléments supplémentaires pour l'interprétation des résultats. Et ce que vous voyez en vert sous le beaucoup est juste logique par rapport à leur stress, à leur préoccupation et manque de sérénité en cette période de l'année un peu compliquée pour eux. Donc, différence significative, ça sera important pour la suite, pour que vous compreniez un petit peu mieux les profils des personnes qui nous répondent généralement dans les extrêmes. Donc voilà, on passe un petit peu de temps volontairement sur ce slide-là. Encore une fois, pour mieux passer les slides suivants, vous verrez, la structure est toujours la même. Le commentaire du slide, la question telle qu'elle a été posée aux élèves, la base des personnes qui nous ont répondu à cette question-là, et puis vous avez ensuite les réponses et les différents commentaires. Un point également important, je vous le montre juste sur ce slide-là, et après on les a masqués, mais vous aurez tout le temps de les regarder par la suite. Nous avons fait également... Pardon, je l'ai tellement masqué que du coup, j'avais fait une animation qui ne fonctionne pas. Excusez-moi, juste une seconde. Je vais vous l'enlever directement. Hop, ça sera plus simple comme ça. L'idée là n'est pas que vous vous précipitiez tout de suite à regarder ce tableau avec toutes les filières, mais de temps en temps, vous verrez certains résultats que l'on a réussi à sortir par filière. Alors attention aux bases qui sont quand même très très faibles. Néanmoins, ça vous donnera quand même des indications intéressantes selon vos établissements, selon les filières que vous souhaitez plus particulièrement regarder. Là, ce que je voulais juste insister 2 secondes, vous allez voir, vous voyez la première colonne sur l'ensemble, c'est les résultats que vous voyez au-dessus. La deuxième colonne sur les filières IGS, et on voit que la préoccupation dont je vous parlais, les fameux 2 tiers, les 65% qui sont très préoccupés, le sont encore plus sur les filières couvertes par IGS, puisqu'on passe à 69%. Donc vraiment, là, vous avez en face de vous des étudiants, des élèves de terminale qui sont en effet préoccupés sur leur recherche de formation post-bac. Je vous rassure, les slides suivants vont passer plus vite. Je laisse la parole à Aude pour le slide suivant. Tout à fait. Alors, ensuite, lorsqu'on regarde donc, les raisons de préoccupation des jeunes lors de leur recherche de formation, là, tout d'abord, il faut savoir que ce sont les réponses des terminales qui ont répondu à cette question. On n'est pas sur l'échantillon des 404. Ici, on a 243 répondants. Donc, les pourcentages que vous retrouvez sur le côté à chaque fois sont sur ces 243 répondants-là. Déjà, ce qu'on peut voir sur ce tableau, il y a pas mal d'informations, mais pour 54% des réponses, ils évoquent la peur de l'avenir. Donc, ce sont des jeunes qui se projettent sur le long terme. C'est la première grande peur qui se dégage, suivie par la peur d'échouer à 35%.
Quand on creuse la peur de l'avenir, on va avoir tout d'abord les terminales pour qui ce choix de formation détermine leur vie tout entière. Ils ont l'impression que leur avenir, que leur bonheur futur dépend de ce choix-là. Donc, il y a 29%, donc tout de même un répondant à la question sur 3. Donc, eux sont vraiment sur une vision à long terme et se mettent une pression assez importante à ce niveau-là. Ensuite, dans une moindre mesure, à 13%, on va avoir ceux qui appréhendent par rapport à leur situation professionnelle. Ça va être un peu différent de la catégorie du dessus, dans le sens où eux, ils pensent exclusivement à leur carrière. Ils ont de grandes ambitions et veulent avoir un bon métier. Donc, eux vont employer des termes reliés à la vie professionnelle et pas au bonheur futur de manière générale dans la vie. Ensuite, à 12%, on va avoir la peur de se tromper. Donc ça, c'est tout simplement la peur de choisir une formation qui, au final, ne leur plaît pas ou ne leur correspond pas. Donc ça, c'était pour la première grande partie. Quand on rentre dans le détail de la deuxième grande peur, donc la peur d'échouer, première sous-catégorie, c'est la préoccupation de ne pas être accepté dans la formation souhaitée. La période d'attente, elle est difficile, elle est anxiogène pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de formation, avec de manière induite, du coup, bien sûr, la peur de se retrouver au final sans formation du tout. Et cette peur-là, elle est importante puisqu'elle est à 22% des répondants à cette question. Ensuite, on a la peur que ce soit trop dur pour un répondant sur 10, de réussir à intégrer la formation, mais de ne finalement pas être à la hauteur. On va retrouver beaucoup ça chez ceux qui ont choisi des filières particulières comme les prépas, médecine aussi par exemple. Voilà, c'est des études qui demandent un investissement important et voilà, c'est ce qui les angoisse. Ensuite, là, on va rentrer dans des chiffres vraiment plus petits, mais certains ont peur de ne pas trouver d'alternance, 2% des répondants, dans un contexte qu'ils voient aujourd'hui comme pas réellement propice à trouver un emploi, et la peur quand même de ne pas avoir le bac pour 1% des répondants. Ensuite, troisième grande famille, des chiffres toujours assez faibles, mais on va avoir tout ce qui est lié à Parcoursup. Donc, je suis toujours sur liste d'attente sur Parcoursup, ou alors ils trouvent ça trop compliqué, les démarches sont trop fastidieuses. Donc là, on est à 5% pour ces deux sous-catégories. Et enfin, dans les autres peurs, on va retrouver donc la période actuelle de manière générale qui génère une angoisse chez eux, le Covid, avec la sensation que ce sera moins facile pour eux dû à cette crise sanitaire. Et enfin, on a la peur liée à la logistique, donc le fait de devoir déménager, changer de ville, tout ce qui touche à l'organisation liée à leur formation post-bac, à 3% également. Merci Donc, Aude. voici. Alors, juste un point de méthodo, c'était ici, vous êtes sur une question ouverte, c'est-à-dire que concrètement, la question était, pouvez-vous préciser pour quelles raisons? Et en fait, ce que vous voyez, les items là ne sont pas des items qu'on leur a proposés, hein. Clairement, c'est un travail que Aude a fait de son côté pour regrouper un petit peu l'ensemble des retours que l'on avait. C'est une question en spontané, complètement ouverte, et c'est eux-mêmes qui disaient finalement quelles étaient leurs préoccupations. Le deuxième point, c'est de voir un peu Parcoursup, parce que c'est vrai que, et comme le dit Aude, il y a énormément de peur sur l'avenir, le peur d'échouer, bien évidemment, peur à Parcoursup, on le voit également sur le peur d'échouer ou peur de ne pas être accepté dans l'un ou les formations souhaitées. C'est également lié à Parcoursup, à un nouveau système qui a été mis en place et qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, et ils sont un peu dans l'inconnu. Donc une couche un peu supplémentaire. On continue un petit peu donc sur la découverte de ces résultats avec une question là qui concernait un petit peu le fait de savoir s'ils avaient bénéficié ou non durant leur scolarité au lycée, notamment d'activités de conseil à l'orientation. On se rend compte que malgré tout, l'ensemble des élèves de terminale que nous avons interrogés nous disent que oui, ils ont eu une présentation des voies et des filières par un professeur pour 4 sur 10 d'entre eux. Oui, j'ai eu le droit d'avoir une présentation des métiers pour 3 sur 10. J'ai eu également un rendez-vous avec le conseiller d'orientation dans mon lycée pour 3 sur 10. Néanmoins, donc au final, quand on regroupe tout ça et on regarde un petit peu, est-ce que les élèves ont été accompagnés? Il y en a 9 sur 10 qui nous ont dit qu'ils ont été accompagnés par au moins un de ces items qu'on leur a proposés, ce qui veut quand même dire qu'il y en a 1 sur 10 qui n'a pas du tout été accompagné par aucun de ces critères-là pendant sa scolarité, et notamment en terminale. Donc, on n'est pas encore sur du 100%, même si là, on voit quand même des résultats assez élevés.
Et donc, on voit vu l'accompagnement, la question était également derrière de savoir, OK, vous avez été plutôt pas mal accompagné, mais est-ce que vous avez été bien accompagné? Est-ce que vous avez été bien informé? Et donc, là, c'est toujours les doubles interprétations, il faut faire un petit peu attention. On se rend compte que oui, 70 des élèves de terminale nous ont dit qu'ils avaient le sentiment de disposer de suffisamment d'informations. Néanmoins, quand on parle de l'avenir d'un élève de terminale, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas assez, notamment le oui, tout à fait. On est à 23%. Encore une fois, l'élève de terminale, il est en période là de passer son bac et on est début juin. Et finalement, on n'a que 23% d'entre eux qui nous disent que oui, tout à fait, j'ai le sentiment d'avoir eu suffisamment d'informations pour la suite de ma carrière, pour la suite de mon avenir et mes possibilités d'orientation suite au bac. Donc, c'est ce 23% qui nous semble, en tout cas nous, un petit peu faible et qui mériterait d'être plus élevé, pardon, pour notamment, vu le sujet important qu'on est en train de traiter aujourd'hui avec eux. Et quand on regarde un petit peu à la question, considérez-vous avoir été suffisamment accompagné? Donc on était sur le niveau d'information, là on est sur l'accompagnement, sur le projet de recherche. 65%, les 2 tiers d'entre eux nous disent que oui, ils ont le sentiment d'avoir été suffisamment accompagnés. Mais là encore, on se rend compte que le oui tout à fait reste un petit peu faible. On est à 19%. On sent quand même que l'élève, oui, il a été accompagné, mais il a quand même pas mal ramé de son côté, peut-être seul, pour y arriver et trouver les informations, on va le voir d'ailleurs par la suite, dont il avait besoin pour faire son choix de façon vraiment posée et réfléchie. Ensuite, on leur a demandé, OK, vous avez été accompagné, vous avez eu des informations. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accompagnement? Alors, que l'on soit bien clair sur la question et le slide que je suis en train de vous présenter, les résultats sont bien sur la base de ceux qui étaient concernés. On ne vous a bien évidemment pas mis, on n'a pas posé la question à ceux qui n'étaient pas concernés. Ce slide est vraiment important parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est, vous le savez, sur une génération digitale, bien évidemment, renforcée par le Covid. Donc, on n'est pas forcément surpris de voir, même si il est quand même en tête, le premier item qui est déclaré par les élèves de terminale comme étant satisfaisant dans leur accompagnement, c'est les informations disponibles sur Internet à 87%. J'ai été satisfait des informations que j'ai trouvées sur Internet concernant mon orientation. Le deuxième critère qui ressort, c'est son entourage proche, camarades de classe, amis, à 82%. Là, j'ai été aussi plutôt satisfait, avec notamment un 31% de très satisfait. Le troisième critère, c'est la famille, l'entourage. Et là, c'est important parce qu'en fait, c'est même celui qui ressort avec le plus fort pourcentage de très satisfaits, à 39%. Donc, on voit quand même l'importance et l'influence que peut avoir la famille et l'entourage sur l'accompagnement des élèves de terminale dans leur orientation. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'on arrive sur le quatrième où nous, on a été quand même assez surpris de ce résultat-là, c'est l'établissement. Votre établissement, que ce soit les enseignements, que ce soit le conseiller d'orientation, n'arrive qu'en quatrième position, en plus avec un gap important, hein. Vous voyez, les 3 premiers sont très proches, et puis finalement, il y a un gap qui se passe à partir du quatrième, cinquième, sixième. Et là, on est un peu surpris de voir que l'établissement, qui est quand même censé être leur périmètre le plus proche, de confiance pour avoir des renseignements utiles et pertinents pour la suite de leur carrière, finalement, il n'arrive pas en premier, ni en deuxième, ni en troisième, il n'arrive qu'en quatrième, et encore une fois, avec 20 points d'écart sur les autres. Donc là, vraiment, nous, un enseignement qu'on trouve important de cette étude-là, c'est celui-ci, le fait que l'établissement ne joue pas assez son rôle pour rassurer, pour accompagner les élèves dans leur parcours et orientation post-bac. Ensuite, vous voyez les 2 derniers critères concernent les coachs privés, les conseillers d'orientation privés. De façon assez étonnante, on pourrait penser que, encore une fois, on est sur la base de ceux qui ont côtoyé un coach privé ou un conseiller d'orientation privé. On aurait pu croire que là, on avait un taux de satisfaction très élevé. Et malgré tout, ces gens qui sont censés être spécialisés sur l'aide et le conseil aux élèves de terminale, on voit un taux de satisfaction qui est de 62 et 58%, donc en retrait par rapport notamment aux 3 premiers.
Alors, il y a également, il faut dire, pour modérer ces 2 chiffres-là, une exigence plus forte aussi des élèves de terminale. J'ai fait l'effort de voir un coach privé, j'ai fait l'effort de voir un conseiller d'orientation privé que j'ai payé. Je m'attendais à mieux, en fait. Donc oui, peut-être qu'ils m'ont donné de bons conseils, mais finalement, l'exigence était plus forte que ce qu'on a vu par ailleurs. Donc voilà un petit peu les résultats de ce slide-là, où là, les résultats aussi nous semblaient vraiment intéressants à analyser. Nous avons fini cette première partie. On va aborder maintenant la définition du projet post-bac. Et on va voir que finalement, dans leur approche de leur projet post-bac, il y avait des projets très variés. Et on va voir un petit peu aussi quelle était leur priorisation, les débouchés professionnels notamment, le contenu pédagogique et la localisation de l'établissement, sans trop spoiler non plus les résultats qu'on va vous montrer. Une des premières questions, c'était de savoir quels enseignements finalement de spécialité ils avaient choisi en terminale. On se rend compte que finalement les mathématiques sortent en tête avec 32%, ainsi que SES, sciences économiques et sociales, à 31%. Ensuite, on a un deuxième groupe où on retrouve physique-chimie, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, et puis SVT, sciences de la vie et de la terre, à 21%. Et puis un peu plus loin, les langues, littérature, numérique et sciences informatiques, humanité littéraire et philosophie, etc. Vous voyez un petit peu la suite. Donc vraiment, les 2 piliers aujourd'hui, c'est mathématiques et sciences économiques et sociales. Donc dans ce renouvellement en fait de l'éducation française qui a été opéré il y a maintenant quelques années, on voit qu'il y a une redistribution un petit peu des cartes dans les enseignements choisis en termes de spécialité. En ce qui concerne la question suivante était de leur demander un petit peu en termes de projection, est-ce que vous avez trouvé votre école ou centre de formation pour l'année prochaine? Et c'est là où il était important de voir à quelle date avait lieu le terrain. Pour rappel, donc le terrain a eu lieu du 4 juin au 15 juin. Donc à mi-juin, nous avons 6 élèves sur 10 qui nous ont déclaré qu'ils étaient inscrits dans un établissement. 6 sur 10, ça veut dire qu'il y en a quand même 4 sur 10 qui n'étaient toujours pas inscrits pour l'année prochaine. Et ce qui met un petit peu plus en valeur aussi leur très forte préoccupation. On va forcément voir sur ces 4 sur 10 qui n'ont toujours pas leur établissement un plus fort taux de préoccupation sur leur avenir. J'ai non seulement le bac que je vais devoir là passer dans les jours qui viennent, et en plus, j'ai toujours pas mon inscription dans mon établissement pour l'année prochaine. Ça fait quand même beaucoup pour des enfants, pour des élèves de 17-18 ans. Donc, vous voyez une couche supplémentaire qui vient se mettre sur leur stress du bac, le fait qu'aujourd'hui, 4 élèves sur 10 ne savaient toujours pas à quelques jours du bac où est-ce qu'ils étaient inscrits pour l'année prochaine. Et quand on leur demande un petit peu dans quel établissement ils souhaitaient aller l'année prochaine, alors on leur avait demandé bien évidemment plusieurs choix. On se rend compte qu'aujourd'hui, clairement, il y en a un qui se démarque, c'est l'université, que ce soit en premier choix ou en total d'ailleurs, mais il faut dire que le premier choix est tellement important que forcément, il est également en tête sur le total. On a un élève sur 3 quasiment qui nous a dit que son premier choix, c'était d'aller à l'université. Et 50% des élèves que nous avons interrogés nous disent que oui, un de leurs choix, c'est l'université. Ensuite, on a IUT, école spécialisée, classe préparatoire, centre de formation en alternance. Ensuite, un peu plus loin, école d'ingénieur et école de commerce. Étonnamment, on aurait pu penser là aussi que ça aurait pu être un petit peu plus élevé. Si on regarde un petit peu maintenant les filières IGS, en fait, on a essayé de mettre un petit peu plus en avant les filières IGS en leur demandant dans quelle filière spécifiquement vous envisagez-vous de poursuivre votre formation. Et là encore, on leur demandait un premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors on se rend compte que celui qui sort la formation, la filière, pardon, qui sort en tête, c'est la santé. Alors, on va quand même en mettre 3. Allez, santé, commerce management et ingénierie sciences, avec 20, 19 et 18. Dont 2 qui sont couverts par IGS, c'est santé et commerce management, qui sont à 20% et 19%. Ce qui est également intéressant, c'est de voir finalement ici les filières où on ressent derrière une vraie conviction versus les filières où c'est un choix parmi d'autres. Je m'explique. En fait, quand vous regardez santé, et notamment donc santé pardon, et agriculture qui est quasiment en bas, vous voyez agriculture, environnement, vous voyez que le pourcentage de premier choix par rapport au total est très élevé. Donc là, ce qui exprime des gens, vraiment des élèves qui nous ont fait comprendre que, oui, moi, je voulais vraiment travailler dans la santé.
ton deuxième choix, bah non, j'en ai pas vraiment. C'est vraiment ça que je veux faire. Il y a une vraie conviction derrière. Quand vous regardez des filières comme notamment la communication ou ressources humaines, vous voyez, ou même marketing, vous voyez ici des filières où les élèves, certes, nous ont mis en premier choix, mais aussi en deuxième, mais aussi en troisième. Des choix un peu moins, où on a un peu moins de conviction d'aller dans ces branches-là, dans ces filières-là. Quand on leur a posé la question, quels sont pour vous les 3 critères les plus importants pour vous au moment du choix de la formation, qui est quand même une question importante, une question cruciale, c'est, OK, cette formation, mais pourquoi? Alors, on est quand même de rassuré de voir que finalement, le premier critère qui ressort, c'est les débouchés professionnels proposés. Ce sont quand même des élèves, qui vont choisir une formation par rapport aux débouchés professionnels. C'est pas pour le plaisir, le fun ou quoi que ce soit, c'est vraiment: «J'ai regardé avant les débouchés professionnels que proposait cette formation, je suis convaincu, je prends cette formation». Donc les débouchés professionnels proposés clairement est le premier critère et le plus important à leurs yeux au moment du choix de la formation. Le deuxième, ça va être le contenu des programmes pédagogiques, les spécialités proposées. Là également, c'est pas trop surprenant, c'est même rassurant de voir que, finalement, on choisit sa formation sur le fond, sur ce qu'elle propose vraiment. 1 sur ce qu'elle propose en sortie de formation, 2 sur ce qu'elle propose pendant la formation. Le troisième nous a un peu plus surpris, c'est la localisation de l'établissement. Nous a un peu plus surpris, pourquoi? Parce que finalement, on aurait pu penser que, la réputation de l'établissement et le diplôme, surtout, en France où on sait que c'est quand même quelque chose d'important, aurait pu être peut-être plus élevé et en fait, on se rend compte que, bah, non, la localisation de l'établissement, c'est quand même quelque chose d'important à leurs yeux, comme critère de choix, pour leur formation future. Vous avez après, le classement, je vous laisserai l'occasion de regarder un petit peu ces différents critères qui rentrent en jeu, le prix de la formation, le salaire en sortie de formation et cetera qui peuvent rentrer en jeu. Mais vous voyez, clairement les critères, les 3 critères principaux, hein, les débouchés professionnels, le contenu des programmes et la localisation de l'établissement. N'hésitez pas à détailler un peu plus sur ce slide, parce que c'est vrai que c'est un slide essentiel et puis il peut y avoir des Si vous choses qui sont un peu des surprises sur certains Ah bah, critères. oui, oui, si vous alors on peut en passer 2 minutes dessus, hein, il y a aucun problème si vous le souhaitez. La réputation de l'établissement, je vous en ai parlé. Donc le prix de la formation a quand même, une importance forte, aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que pour 20 des élèves de terminale, c'est un critère qui rentre en jeu. Le salaire à la sortie de la formation et la qualité de processus et des équipes d'admission est également pour eux assez important, 17. Et puis après, il y a un petit décalage, un petit décrochage où là, on va retrouver le nombre d'heures de cours par semaine, la place de l'international dans le cursus, les conseils de parents, d'amis, de professeurs ou des autres relations. Et encore un peu plus en retrait, la qualité du réseau d'entreprise, la présence d'un ami dans cet établissement, les modalités d'apprentissage distanciel proposées par l'établissement, où on aurait pu croire qu'avec le confinement, c'est quelque chose qui aurait pu être peut-être un peu plus mis en avant. Le classement de l'établissement dans la presse et la richesse de la vie associative. Sachant que, en fait, avec tous ces critères-là, vous couvrez la quasi-totalité des critères qui sont pris en compte par les élèves de terminale, puisque vous voyez qu'on leur avait laissé la possibilité de spontanément nous donner d'autres critères. Et en fait, on a moins de 1% des élèves de terminale qui nous ont dit, ouais, il y a d'autres critères. Je sais pas, moi, typiquement la richesse des associations sportives dans l'établissement ou quoi que ce soit ne sort pas du tout à ce niveau-là. Et ensuite, on leur a posé une question quand même qui prend son importance actuellement sur, la formation à temps plein ou plutôt formation en alternance. Donc la question était: «Quel rythme de formation recherchez-vous?» Et on se rend compte aujourd'hui, en 2021, que pour plus de 4 élèves sur 10, la formation à temps plein reste clairement aujourd'hui le rythme de formation le plus recherché, le plus souhaité. Les 2 sans préférence, on est à 30. Ensuite, on a une formation en alternance à 17. Et puis, les indécis, on a à peu près 1 élève sur 10 indécis qui ne sait pas encore trop à ce stade-là, quel type de formation, quel rythme de formation il souhaiterait avoir. Mais au final, vous avez quand même, si on additionne ceux qui veulent absolument une formation à temps plein, ceux qui veulent absolument une formation en alternance, vous avez quand même 6 élèves sur 10 qui savent ce qu'ils veulent. J'ai une idée très claire du rythme de formation que je souhaite avoir. La troisième partie, on va aborder cette fois-ci la recherche d'informations qui était un des sujets, principaux de cette étude-là, voir un petit peu comment ils se sont renseignés. On a vu que internet a joué un rôle très important à leurs yeux. On va essayer de creuser un petit peu ce point-là.
Et donc, on se rend compte que, à une question qui était: «Quelle source d'information utilisez-vous pour vous renseigner sur les formations?», clairement, les 2 qui ressortent le plus, c'est les sites internet des formations et les sites internet spécialisés dans l'orientation. Alors, 2 éléments, bien évidemment. Le premier, une génération digitale, donc internet, bien évidemment. Ils passent leur temps sur des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, donc oui, internet, c'est facile, c'est gratuit, je sais l'utiliser, aucun problème. Il y a également quand même le contexte qu'il faut prendre en compte, le contexte de la pandémie qui a fait que, pendant cette période-là, encore plus, j'ai dû être sur internet, sur le digital pour me renseigner puisque typiquement, vous voyez les journées portes ouvertes, on est à 41. On va voir plus loin que c'est pas que je ne veux pas y aller, mais simplement je ne pouvais pas y aller, beaucoup ont été annulés. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps sur les sites internet, que ce soit celles des formations ou spécialisées dans l'orientation. Et puis, toujours, même auprès des jeunes, le fameux bouche à oreille, où on a près d'1 élève sur 2 qui nous dit que oui, ça a été une source d'information que j'ai quand même pas mal utilisée. Le conseil, encore une fois, de mon environnement, mon cercle proche, que ce soit les amis, que ce soit peut-être, des anciens ou des élèves d'une école où j'ai l'intention d'aller, que ce soit d'autres professeurs, donc de mes différents cercles. Le bouche à oreille a son importance aujourd'hui encore et toujours dans la recherche de l'orientation de leur formation. Et on voit les réseaux sociaux finalement, on se rend compte que quand on pose la question de cette façon-là, les réseaux sociaux sont assez loin, on est à 27. On va voir un petit peu en fin de présentation ce qu'il en est spécifiquement sur les réseaux sociaux. Je laisse la parole à Aude. Alors, donc là, on leur a posé une autre question ouverte qui était: quelles informations recherchez-vous en priorité sur le site internet des formations en question? Donc du coup, ce qui ressort, on va retrouver pour pratiquement un répondant sur 3 le programme, le contenu et ou le diplôme de la formation. Donc ça, c'est la première info qu'ils recherchent sur le site internet. Ensuite, deuxième information la plus recherchée à 16 on a la localisation, l'environnement, de leur futur établissement. Ensuite, on a le classement, la réputation, les avis et les témoignages. Donc pour un peu plus d'un répondant à la question sur 10, 11 les débouchés, le prix de la formation, 10 ensuite, on va retrouver les conditions d'admission, 7 la durée de la formation, 6 les spécialisations et les options, 4 le salaire à la sortie de la formation, 3 l'ouverture à l'international, 2 et la vie étudiante et l'alternance, tout à la fin, 1 Donc voilà pour les 12 informations qu'ils recherchent en priorité sur le site internet des formations lorsqu'ils se renseignent. Donc là, on était vraiment en effet sur, les informations, en priorité sur le site internet des formations. Parce qu'on va revenir un peu après, donc que vous puissiez bien distinguer les différents chiffres en fonction des questions que nous avons posées. Par la suite, on leur a posé un petit peu d'autres questions qui étaient, notamment en ce qui concernait sur leur recherche sur internet. Est-ce qu'ils téléchargeaient les brochures proposées par le site d'un établissement? Et on se rend compte que finalement, bah oui, 8 élèves sur 10 ont téléchargé, la brochure proposée par le site d'un établissement et dont 15 des aficionados qui, du coup, téléchargeaient systématiquement la brochure de tout établissement sur lequel ils allaient pour se renseigner. On a 20 qui ne téléchargent jamais, en fait, la brochure. On peut aussi corréler ça, bien évidemment, avec l'intérêt qu'ils portaient à aller au site, ou l'établissement sur lequel ils se renseignaient, en fait. Et à droite, une autre question qui était assez intéressante de voir finalement, est-ce qu'ils étaient prêts à laisser leurs coordonnées à cet établissement quand ils sont sur le site de l'établissement? Est-ce que vous êtes prêts à laisser vos coordonnées? On se rend compte que très clairement aujourd'hui sur cette génération-là, c'est pas du tout un problème de laisser ses coordonnées personnelles. Vous voyez 96 quasiment l'unanimité nous a dit, enfin la totalité pardon, nous a dit: «Oui, je suis tout à fait prêt à laisser mes coordonnées». Même si on n'en a que 16 qui m'ont dit: «Je le laisse toujours», mais c'est pas du tout un sujet aujourd'hui pour eux de, laisser leurs coordonnées perso sur les sites des établissements. Parce que de toute façon, derrière, au pire, on va le voir un peu plus loin, qu'est-ce qui est risqué? C'était de se faire recontacter par l'établissement, mais on va voir que finalement, l'établissement n'a pas été non plus, harceleur. Donc pour eux, ça n'a pas été, c'était un non-sujet, en fait. Déjà, c'est une génération pour qui c'est un non-sujet, mais alors là, encore plus sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Et alors, il est intéressant quand même de voir qu'aujourd'hui, la génération, donc des élèves de terminale, hein, les 16-19 ans, les 17-19 ans, ils
compartimentent quand même pas mal leur vie. Et là, on voit quand on leur demande, OK, par quels moyens est-ce que vous apprécieriez d'être contacté par un établissement auquel vous avez laissé vos coordonnées? Clairement, c'est le mail. On sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas l'email qu'ils utilisent le plus au quotidien. Néanmoins, je compartimente. J'ai ma vie perso. Ma vie perso, c'est SMS, téléphone, WhatsApp, les réseaux sociaux. Et puis, j'ai ma vie professionnelle, entre guillemets, un peu étudiante, et le mail fait partie de cette catégorie-là. Mail, je veux bien être recontacté par un établissement. Par contre, vous ne me recontactez pas par SMS, ni par les réseaux sociaux, ni par téléphone. Vous me recontactez par mail. C'est pratique parce que de toute façon, je suis tout le temps sur mon téléphone. Et puis, je choisis à quel moment je peux ouvrir votre mail. Je n'ai pas forcément un push notification. Donc, voilà, j'ai ma vie personnelle. Et finalement, mon établissement, si vous souhaitez me contacter, c'est plutôt le mail, donc plutôt ma vie professionnelle, entre guillemets. Quand on leur demande un petit peu, finalement, auprès de combien d'établissements, ils se sont renseignés, on voit que la majorité d'entre eux, les 2 tiers d'entre eux, en fait, c'est entre 1 et 5 établissements. Je parle bien de renseignements à ce stade-là. Donc, on a seulement, un peu moins d'un tiers des, élèves qui nous ont déclaré qu'ils se sont renseignés sur plus de 5 établissements, 30. Mais voilà, la grande, majorité, c'est quand même entre 1 et 5 établissements, à 64 d'entre eux, a quand même à noter que, bah, finalement, entre le 4 et le 15 juin, je vous rappelle les dates du terrain, bah, il y a quand même 6 qui ne s'étaient pas renseignés sur des établissements. Donc, c'est quand même, assez étonnant, mais voilà, 6 d'entre eux. Et à la question qui était, finalement, quand, vous renseignez, qu'est-ce que vous attendez de la part des établissements de formation, pour vous aider dans votre prise de décision? On se rend compte que les 2 éléments clés pour eux, pour les élèves de terminale, à ce stade-là, quand ils viennent se renseigner auprès d'un établissement, c'est, des informations sur leur quotidien, en fait. Ça va être des informations sur l'établissement, la brochure, site, donc clairement, qu'est-ce que vous proposez comme activité? Des informations assez générales et puis, de l'accompagnement sur, de l'échange avec des personnes de l'établissement, de l'accompagnement, est-ce que je peux aussi être mis en contact avec des étudiants? Bon, limite avoir des témoignages. On se rend compte que clairement la visite de l'établissement, qu'il soit physique ou virtuel, n'est pas vraiment un sujet pour eux à ce stade-là. Donc voilà, il y a 2 vraiment informations qu'ils recherchent quand ils se renseignent, c'est, des informations d'ordre général et puis, un accompagnement aussi pour savoir un petit peu comment se passe le process aussi d'inscription et cetera. Donc, les informations clés pour eux se situent à ce stade-là. Et quand on leur demande justement, bah, est-ce que, vous estimez avoir été bien accompagnés, par les établissements que vous avez sollicités? On se rend compte que, bah, oui, généralement pour 3 quarts d'entre eux, ils sont d'accord pour dire qu'ils ont été bien accompagnés à 76, ce qui est un score correct quand même. Et on voit que, bah, les établissements, post-scolaires, sont pas très agressifs, pour, les sursolliciter et courir derrière eux, puisqu'en fait, on n'a que 37 qui nous disent que oui, j'ai été un petit peu trop sollicité. Donc à l'inverse, ce qui veut dire que 2 tiers d'entre eux estiment que non, ils n'ont pas été harcelés ou sursollicités par les établissements post-scolaires dans le suivi un petit peu de leur réflexion quant à leur orientation. Ensuite, on voulait un petit peu savoir ce qu'il en était du type d'information qu'ils, cherchaient à avoir de la part des établissements de formation quand ils les ont contactés. Et là, on se rend compte que, finalement, on est déjà à une étape, j'ai déjà pris un petit peu ma décision en fait, je me suis déjà renseigné sur les débouchés professionnels, je me suis déjà renseigné sur, la qualité de l'enseignement. Ce que je recherche quand je contacte ces établissements de formation, c'est finalement mon information concrète sur la vie des étudiants dans l'établissement. Donc là, encore une fois, sur le quotidien, comment ça va se passer? Est-ce que je pourrais avoir un témoignage d'étudiant d'ailleurs ou de diplômé pour savoir un petit peu, comment il a vécu ces années, scolaires dans votre établissement et puis même comment ça se passe après pour lui après? Et puis, si possible, si vous pouviez m'inviter à des événements, des journées portes ouvertes, ateliers de découverte, bah oui, ça m'intéresserait également pour, que je puisse un petit peu prendre la température de votre établissement et voir si je me sens bien ou pas. Donc là, on sent vraiment des étudiants qui, à ce stade-là, ont déjà passé le cap ont quasiment pris déjà leur décision de venir dans cet établissement, en tout cas de poser leur inscription et ben,
l'essentiel est fait. Maintenant, je veux en savoir plus un petit peu sur les à côté, sur mon quotidien. Est-ce que je vais me sentir bien dans cet établissement-là? Vous avez un peu plus loin, brochure indiquant les formations de l'établissement à 43%, modalité de la date de candidature, ce qui est quand même important à 40%, et encore une fois, proposition d'échange avec un élève de l'établissement pour, donc là, vous aviez tout à l'heure le témoignage, là on est plus sur l'échange en one to one, passer un petit peu plus de temps avec lui pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Et si on leur pose la question plus Pardonnez-moi, particulièrement, oui, Stéphane, je si vous en tu peux prie, je vous en revenir prie, au slide précédent, parce que du coup, on a passé un petit peu vite, mais il y a quelque je vous en chose prie. qui est, en tout cas, qui peut être surprenant, c'est le chiffre de 24% qui attendent des propositions de rendez-vous conseil avec un responsable Oui, d'admission. vous avez raison. Ah, c'est vrai, je suis passé un petit peu vite dessus, qui est quand même un élément clé pour montrer un petit peu la maturité et l'engagement de l'élève dans, l'inscription à cet établissement-là. On voit que dû à ce niveau-là, c'est seulement en effet un élève sur 4 nous dit que oui, c'est quelque chose qu'ils attendent, cette proposition de rendez-vous, avec un responsable d'admission. Après, c'est aussi, ce sont aussi des élèves qui, on l'a vu précédemment, hein, se sont quand même pas mal débrouillés par eux-mêmes, ont été beaucoup sur Internet, donc finalement n'ont pas forcément le réflexe d'avoir un rendez-vous avec un conseiller pour l'admission et voir un petit peu comment ça se passe. Mais en effet, vous avez raison, 24% seulement, entre guillemets, ont souhaité avoir cette proposition de la part de l'établissement de formation. Ils sont spontanément plus en demande d'information que de contact. Oui, tout à fait. Spontanément. Tout à fait. Alors de contact, oui et non, en fait, ils sont en demande d'information de contact, mais avec avec d'autres étudiants ou avec leur père entre guillemets, et pas forcément avec des gens de l'établissement. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure sur le cercle. Je m'appuie beaucoup sur, le bouche à oreille de mes amis, des proches, des élèves et cetera. Là, en fait, je m'appuyais pas trop quand même sur, les conseillers d'orientation et là, c'est un petit peu pareil. Je suis friand d'avoir des témoignages d'étudiants ou de diplômés de l'établissement. Finalement, je suis aussi intéressé d'avoir des échanges avec les élèves de l'établissement, mais avoir un rendez-vous avec quelqu'un, un responsable de l'admission de l'établissement, un peu moins, en fait. C'est la même chose d'ailleurs pour la formation de conseil à l'orientation, vous aviez raison. Merci. Quand on leur demande un petit peu quelle forme d'accompagnement ils souhaiteraient avoir, ils souhaiteraient qu'on leur propose, de la part des établissements qui ont été contactés, clairement, il y en a un qui ressort, enfin, il y en a 2 qui ressortent, mais c'est les journées portes ouvertes et la rencontre avec les étudiants. Les journées portes ouvertes, oui, et malheureusement, d'autant plus que là, depuis 1 an, c'était quand même compliqué, mais c'est quand même l'occasion pour eux de se mettre un petit peu dans l'ambiance, de voir un petit peu ce qu'il en est ce que ça va leur plaire ou non. La rencontre avec les étudiants, c'est pareil parce que finalement, je vais avoir un témoignage de quelqu'un de ma génération ou en tout cas qui a, 1, 2, 3, 4 ans de plus que moi, donc en qui je peux vraiment faire confiance, qui on parle le même langage. Avoir, la rencontre avec des membres de l'équipe pédagogique m'intéresse également, hein, on le voit à 38, mais on sait très bien que, ce sont des gens qui, ça va être un petit peu «biaisé» entre guillemets, alors qu'un étudiant, j'ai plus confiance en lui. Il va me dire clairement, qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a moins plu. Un membre de l'équipe pédagogique va peut-être moins lui dire qu'est-ce qui est un peu moins bien dans cet établissement-là. Donc vraiment 2 piliers, journée porte ouverte pour que je puisse moi-même me faire mon avis sur votre établissement de façon complètement objective et neutre avec mes critères à moi et 2, le témoignage, la rencontre avec des étudiants en qui j'ai spontanément confiance pour ce qu'ils viennent me dire va en effet, rentrer dans mes considérations et dans mes choix. Ensuite, rencontre avec des membres de l'équipe pédagogique, accompagnement à la candidature, bien évidemment, parce que, ils ont que 17, 18, 19 ans, ils sont pas habitués à ce genre d'approche et puis c'est souvent quand même un petit peu fastidieux, lourdeur administrative et cetera. L'aide pour trouver un logement, parce que pour certains, enfin voire même pas mal, c'est quand même une délocalisation de là où ils sont aujourd'hui et finalement comment je vais faire? L'accompagnement sur les modalités de financement de ces études, parce que, là aussi je me suis renseigné sur internet, mais là par contre, peut-être que, l'établissement il va mieux être, au courant que moi, il va me donner des informations, des pistes que je n'ai pas encore explorées. Et un petit peu après, vous avez les tests de personnalité, et d'orientation, les rendez-vous avec le conseiller d'orientation qui encore là est toujours un petit peu à la fin, l'aide à la recherche d'un poste en alternance et à la fin, l'aide aux révisions pour le bac. En même temps, c'est un petit peu normal puisqu'on était, c'est justement cette phase de bac, même si c'était une question un peu projective,
Il n'empêche qu'eux, ils ont déjà un petit peu tourné la page, donc c'est normal que ce critère-là sorte un petit peu à la fin. J'espère que tout va bien pour tout le monde. J'ai même pas d'heure avec moi, donc j'espère que je suis dans les temps pour hop, décidément, 14h45, on est bien. On est bien. Avant-dernière partie, candidature et Parcoursup. Là, on va voir un petit peu comment s'est passée leur inscription par rapport à Parcoursup et d'autres, et justement voir les difficultés ou au contraire les choses positives qu'ils ont eues. Alors, le premier point important, on leur a demandé, vous avez candidaté. Donc, tout à l'heure, je vous rappelle qu'on était sur la prise d'information. Là, on est vraiment sur l'inscription, la prise de. Combien d'établissements vous avez candidaté à ce jour. On voit des chiffres assez proches de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour un élève sur deux, ils ont candidaté entre 1 et 5 établissements. Et vous avez 4 élèves sur 10 qui nous ont dit avoir candidaté sur plus de 5 établissements. Donc on est à 6 à 10 établissements notamment, voire 5% qui nous ont dit qu'ils ont candidaté à plus de 20 établissements. Là encore, à noter quand même que mi-juin, on avait quand même près d'un élève sur 10 qui nous avait dit qu'il n'avait candidaté à aucun établissement. Ce qui est quand même un petit peu une zone rouge, et alors, notamment région Auvergne-Rhône-Alpes, où là on monte à 17% des élèves, donc presque 1 sur 5 qui nous a déclaré ne pas avoir candidaté à mi-juin à un seul établissement pour l'année prochaine. Pardon. Donc un petit peu étonnant quand même. Et quand on leur demande finalement comment vous avez candidaté auprès de ces établissements-là, on se rend compte que 3/4 des élèves ont candidaté via la plateforme Parcoursup. Et puis, on en a 1 sur 10 qui a candidaté hors plateforme Parcoursup, et finalement 14% sur les deux. Donc Parcoursup, quand même, aujourd'hui, couvre à peu près 90% des candidatures auprès des établissements post-bac. Donc 9 élèves sur 10 sont passés par Parcoursup. Et alors, de façon étonnante, et là j'avoue que je n'ai pas de réponse et je suis curieux d'entendre vos réactions. On leur avait demandé, attendez-vous les retours de Parcoursup pour faire votre choix définitif d'orientation? Et naïvement, je pensais que ça allait être 9 sur 10, ça allait nous dire, bah oui, j'attends les retours de Parcoursup. Et en fait, non, on a quand même 3 élèves sur 10 qui nous disent qu'ils n'ont pas attendu les retours de Parcoursup pour faire leur choix définitif d'orientation. Sincèrement, c'est un résultat qui nous a surpris. Je ne sais pas, encore une fois, si un ou certains d'entre vous veulent réagir comme ça à chaud. Peut-être m'en dire qu'il n'est pas surpris, mais voilà, on n'a pas d'explication derrière. Alors, on ne maîtrise peut-être pas non plus tout à fait le Parcoursup encore de nos côtés, mais voilà, un chiffre qui nous a un petit peu étonné, ce 30% d'élèves qui nous ont déclaré ne pas attendre les retours de Parcoursup pour faire leur choix définitif d'orientation. En fait, toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup. Oui. Donc, ça, on fait leur choix hors Parcoursup tout simplement parce que leur formation n'est pas sur Parcoursup, leur formation rêvée. C'est vrai, mais vous voyez, je suis d'accord avec vous, mais malgré tout, je pensais qu'on allait être sur 10-15%, je ne m'attendais pas à 30%. En fait. Mais voilà, je ne suis pas dans le milieu non plus, peut-être que finalement, c'est le reflet de... Bah là, 400 élèves, et on est forcément sur quelque chose de représentatif, mais voilà, on a été un petit peu étonné de ce chiffre assez élevé. Je crois que quelqu'un voulait intervenir, pardon. Non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, Parcoursup, aujourd'hui, c'est la seule voie qui existe aux yeux de l'éducation nationale et notamment des lycées, puisqu'ils sont conditionnés uniquement Parcoursup et que les professeurs principaux ont une mission vis-à-vis de ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Il y a un projet de plateforme qui sera hors Parcoursup, qui va intervenir d'ici 6 mois, qui va recenser toutes les formations qui sont hors Parcoursup, et du coup, on aura des résultats qui seront significativement différents, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui veut s'orienter hors Parcoursup ne sait pas très bien où aller. Il n'y a pas de plateforme qui recense tous les autres types de formations. Et ça, c'était un gros défaut. Donc, ça va venir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'obligation non plus que les jeunes aillent sur Parcoursup, même s'ils sont beaucoup conditionnés par ça. Aujourd'hui, un jeune peut très bien faire un choix hors Parcoursup, ce qui explique un peu vos résultats, et que certains jeunes sont allés sur Parcoursup parce qu'on leur dit d'aller sur Parcoursup, mais ce n'est pas un choix premier souvent.
Voilà. Oui, vous avez raison, en effet, ça explique quand même pas mal de choses que l'on a vues précédemment sur le fait que ils ont pas été vraiment accompagnés par l'établissement, qu'ils sont renseignés beaucoup sur Internet. On voit finalement des élèves qui étaient quand même pas mal livrés à eux-mêmes sur leur parcours justement d'orientation. Mais et donc voilà, enfin, c'est vrai que quand on a vu ce chiffre-là, on était quand même un petit peu surpris et tant mieux. Je suis ravi de voir qu'il y a une plateforme qui va se mettre en place sur un parallèle à Parcoursup pour les hors. Mathieu nous donne une autre Oui, explication qui est intéressante également, qui est responsable développement et communication de l'ISCP à Paris. Il dit dans les petits commentaires qu'il y a beaucoup d'établissements qui forcent les jeunes à mettre des vœux sur Parcoursup, quand bien même ils n'ont pas, c'est pas sur Parcoursup qu'ils vont choisir leur formation. Ouais, on a remarqué ça en discutant avec des élèves de terminale qui souhaitent venir à l'ISCPA, c'est qu'ils mettent des vœux sur Parcoursup, mais c'est vraiment pour faire plaisir aux professeurs principaux parce qu'ils sont déjà acceptés chez nous, ils sont déjà inscrits, mais ils doivent quand même mettre des vœux. Donc, je pense que ça vient peut-être aussi de là, ce 30-70. d'accord. Ah oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est vrai. Ouais, c'est assez fou. Je vous propose qu'on enchaîne, parce que c'est vrai Oui. que si on se garder un temps pour les questions-réponses à la fin. C'est gentil. Oui, tout à fait. Impact donc de ce confinement, impact de la crise sanitaire, qu'est-ce qu'il en a été? On se rend compte que finalement, alors pour 2/3 des élèves que l'on a interrogés, oui, il y a un sentiment que la crise sanitaire a eu un impact sur leur recherche, notamment 27% nous ont dit oui, tout à fait. Notamment pour ceux qui ont une candidature en attente de retour. Je suis bien conscient qu'il y a une crise sanitaire et que donc les délais sont un peu plus longs pour avoir mes retours, mes retours, je vais y arriver, pardon, sur ma candidature, qu'est-ce qu'il en est. Et donc, il y a quand même eu un impact assez important sur cette candidature, sur ces recherches d'informations de la part des élèves de terminale. Aude, pardon. Ensuite, lorsqu'on leur demande les impacts de la crise sanitaire sur leur recherche de formation, on va retrouver donc le distanciel pour presque un répondant sur deux, 42%. Pour eux, ça a été un réel impact négatif. On peut conclure que le présentiel est primordial pour eux lors de leur recherche de formation. Mais on peut également voir que les salons sont beaucoup moins importants puisque le poste n'est qu'à 4% contre 38% pour les JPO qui semblent du coup leur avoir réellement manqué. Ensuite, on a un gap assez important, on passe à 16%, mais on va retrouver donc la difficulté pour trouver une alternance. Donc ceux qui souhaitent réaliser une formation en alternance ressentent de la difficulté à trouver et ont le sentiment plutôt justifié que les entreprises recrutent moins. Ensuite, à 14%, on va avoir les échanges de manière générale qui sont plus compliqués. On échange moins avec ses professeurs, les équipes pédagogiques, ses camarades. À 10%, donc pour un répondant sur 10, on a eu un impact sur leur comportement, donc qu'il soit positif ou négatif. Certains ont eu une perte de motivation, ont ressenti du stress important. D'autres, au contraire, ont ressenti un gain d'autonomie, ce qui leur a donné davantage confiance en eux. Ensuite, à 8%, on va retrouver les changements de plan. Donc, certains secteurs étant plus touchés que d'autres, eh bien, certains ont préféré envisager une formation différente de ce qu'ils avaient envisagé au départ. Et pour d'autres, ces changements de plan viennent plutôt d'une prise de conscience sur leurs envies réelles pour leur futur liées à cette période particulière. 8% également, on a la mobilité qui est plus difficile, donc ils ont conscience que les départs à l'étranger sont plus compliqués et certains sont plus frileux à l'idée de simplement changer de ville avec la peur de rester bloqué sans son entourage à proximité. Et ensuite 2%, donc le poste autre avec par exemple la difficulté pour être pris dans la formation de son choix ou le programme scolaire qui n'a pas été forcément terminé cette année. Voilà pour eux ce qui a été un impact cette année, pour en tout cas les 124 répondants qui ont répondu à cette question. Merci Aude. Si on poursuit, une autre question concernait en fait le
fait que, est-ce que cette crise sanitaire, est-ce qu'ils auraient fait un autre choix finalement s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, ce Covid-19? Et en fait, donc la question, pardon, je vous la formule telle qu'elle a été faite, c'était auriez-vous fait les mêmes choix d'orientation s'il n'y avait pas eu la crise de la Covid-19? Et les 3/4 d'entre eux nous ont clairement dit que oui, ça n'a rien changé sur mes choix d'orientation. Il y a quand même un élève sur 10 qui nous a dit bah, non, cette crise sanitaire a eu un impact et j'ai dû changer, modifier mes choix par rapport à ce que je souhaitais faire, mes choix d'orientation. Notamment pour marketing communication, où là on a 2 élèves sur 10, et ressources humaines, où on a 3 élèves sur 10. Assez rapidement sur cette question-là, je ne vous demande pas de regarder, on vous a mis un petit peu les détails sur les différences significatives. Alors, je ne vous demande pas d'abord parce que ça va être très long, et deuxièmement, les bases sont très faibles. On vous le met vraiment à titre d'information. Ce n'est pas, ces chiffres-là ne sont pas à prendre tels quels. Quand vous avez des bases inférieures à 10 élèves, voire même 20 élèves, les résultats ne sont pas statistiquement fiables. On vous les a mis vraiment pour vous à titre d'information. Ici, la question était, qu'auriez-vous fait différemment s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire? Et en fait, on se rend compte que finalement, pour certains, l'impact avant tout sur la filière et le type d'établissement choisi a été réel. La filière choisie 41%, le type d'établissement choisi 39%. J'aurais changé peut-être ma filière, j'aurais changé le type d'établissement, mais encore une fois, la base est faible, on est sur 45, et les petits chiffres que vous voyez sont encore plus faibles. Donc attention avec ce slide-là, quand vous le lirez tranquillement, il est à prendre avec précaution. Un slide important là également, c'était de savoir finalement à combien d'événements vous avez pu participer cette année en tant qu'élève de terminale. On leur avait laissé 3 choix. Il y avait les journées portes ouvertes en distanciel, les journées portes ouvertes en présentiel et les salons d'orientation en présentiel. Assez logiquement, on se rend compte qu'un élève sur 2 nous a dit qu'il a participé à au moins une journée porte ouverte en distanciel. Et bien évidemment, quand on était en présentiel, ces chiffres-là ont chuté, ont fortement baissé. On est à 31% pour une journée porte ouverte en présentiel, au moins une journée porte ouverte en présentiel, 26% au moins un salon d'orientation en présentiel. Une information importante quand même, quand on regarde tout ça, on se rend compte qu'il y a un élève sur 3 qui n'a participé à aucun de ces événements pendant l'année. Que ce soit journée porte ouverte en distanciel, que ce soit journée porte ouverte en présentiel, que ce soit salon d'orientation en présentiel. La dernière partie, on va sortir un petit peu du cœur de notre étude et on va un petit peu s'intéresser aux élèves de terminale et à leurs habitudes médias au quotidien, voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent, dans quelle proportion, afin que vous puissiez vous avoir un petit peu mieux une idée sur les canaux de communication, les canaux médias sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour communiquer. Une première question, c'était finalement, est-ce que vous allez sur alors on leur avait proposé plusieurs possibilités sur des réseaux sociaux, sur des vidéos online, sur la télé, etc., etc., et à quelle fréquence? On se rend compte aujourd'hui que quasiment 9 élèves sur 10 nous dit qu'il va tous les jours consulter les réseaux sociaux. Ce n'est pas surprenant. Et une forte proportion aussi, 7 sur 10 nous disent qu'ils écoutent quasiment tous les jours d'ailleurs, de la musique en streaming. 1 sur 2 regarde tous les jours la télévision et 2 sur 3 regardent tous les jours des vidéos en ligne. Donc là, vous voyez vraiment les 4 aujourd'hui médias qui sont utilisés de façon quotidienne très forte par les élèves de terminale. Réseaux sociaux, vidéos en ligne, télévision, musique en streaming. Et vous voyez tout de suite, dès qu'on passe sur le slide suivant, un très fort décalage, le vert foncé, on était une très forte proportion de vert foncé, et là vous voyez qu'il est presque inexistant. Là, on regarde les autres médias qu'on leur a proposés, alors que ce soit pour les contenus en VOD, SVOD ou en replay, là, alors oui, ils les regardent, mais beaucoup moins fréquemment que ce que l'on a vu précédemment. La radio, ils l'écoutent, mais là également moins fréquemment. La presse, encore moins, et les podcasts, encore moins, et voire même un tiers qui n'écoute jamais de podcast. Podcast, c'est pas surprenant, on le voit par ailleurs dans d'autres études, c'est vraiment un média qui est très atypique, qui marche très bien vers une population spécifique et pas du tout sur la majorité de la population. Donc c'est vraiment un usage très spécifique, le podcast. Alors, ensuite, on leur a demandé du coup quelles sont les 3 chaînes que vous regardez le plus fréquemment. Donc, pour ce qui est des chaînes les plus regardées, on va retrouver TF1 qui est largement en tête,
avec 42% du coup qui ont déclaré regarder fréquemment TF1, donc vraiment une part importante. 16% ont cité M6, 14% ont cité W9, 10% France 2, BFM TV et France 3 sont à 8%, CNews, TFX et TMC sont à 2%, et Énergie 12, C8 et Arte sont à 1%. Ensuite, donc là, on était à 110 répondants et on va passer à 87 répondants du coup pour les émissions les plus regardées. En première position, on a le journal télévisé, suivi par les Marseillais, l'émission de télé-réalité. Ensuite, on a Koh-Lanta, Quotidien et Scène de ménage. Donc voici pour leur réponse aux questions ouvertes concernant la télévision. Résultats qui nous ont, je crois, tous surpris, donc j'imagine qu'ils vous ont surpris comme nous, notamment le fait qu'ils regardent le journal télévisé en premier et TF1. Après, l'histoire ne dit pas s'ils regardent tout seuls ou s'ils regardent avec leurs parents, par exemple. Il y a fort à parier quand même que le journal télévisé, ils le regardent plutôt avec leurs parents que tout seuls, mais bon. Voilà. En tout cas, c'est ce qui répond. C'est exactement ça qu'on voit par ailleurs dans d'autres études, en effet. C'est la télé en fond d'écran pendant le dîner. Les parents regardent et pas forcément les enfants. Donc, c'est tout à fait ça. Alors qu'ils sont plus actifs, je pense, sur les 4 suivants. Les Marseillais, Koh-Lanta, Quotidien, Scène de ménage. On leur a posé des questions. Donc, pour ceux qui nous avaient déclaré être sur VOD, SVOD ou en replay, qu'est-ce qu'ils regardaient comme type de contenu? Clairement, Netflix, bon, c'est pas surprenant. Hein, de toute façon, étant leader aujourd'hui sur le marché de la SVOD, 2/3 des élèves de terminale nous disent que oui, ils regardent très souvent Netflix. On est quand même sur du très souvent. Les replay TV de façon une fréquence beaucoup plus étalée. Amazon Prime, on a finalement un élève sur 2 qui nous dit qu'il regarde Amazon Prime. MyCanal, on est à 4 élèves sur 10, un petit peu en baisse. Et ensuite, donc pour ce qui est des podcasts, alors déjà, donc la base est assez faible. Hein, on n'a eu que 35 répondants. Et en plus, ça a été compliqué pour eux de donner des titres. En gros, là, il y a uniquement 2 podcasts qui sont ressortis, enfin qui ont été cités plus d'une fois. Donc, il y a La Table Ovale et 301 vues. Donc, La Table Ovale, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un podcast du duo de youtubeurs McFly et Carlito qui échangent sur des sujets divers et variés. Voilà, la paternité, les voyages à l'étranger, gérer ses émotions. J'ai vu aussi des sujets plus légers comme les cartes Pokémon, par exemple. Et on retrouve également 301 vues. Et donc là, c'est avec le blogueur Cyprien qui reçoit des invités en fait comme Hugo Décrypte ou encore le mentaliste Fabien Olicard pour échanger voilà, avec cet invité-là. Et à part ces 2 podcasts, ce sont plutôt des thèmes qui sont évoqués. Donc on a le développement personnel, la motivation, l'humour ou l'apprentissage des langues. Voilà, ce sont les thèmes qui sont ressortis de la part des jeunes qui ont répondu. Et enfin, par rapport au titre de presse, donc là, on a également voilà, 28 répondants, donc c'est assez faible. Mais selon leur déclaration, du coup, donc, le titre de presse le plus lu serait Le Monde, suivi du Figaro, et enfin Le Parisien et Ouest France. Donc voilà leur déclaration par rapport au podcast et au titre de presse. Pour la presse, c'est pareil. On ne sait pas si c'est les parents qui achètent le journal qui traînent et ils le regardent ou si c'est eux qui l'achètent pour la terminale notamment. Parce que ce sont les seuls titres auxquels ils ont pensé, tout simplement, parce qu'ils lisent tellement peu la presse que c'est les grands titres auxquels ils ont pensé. Je sais pas. Oui. De toute façon, 28 personnes en base, hein, c'est vrai qu'on le voit à la presse aujourd'hui, c'est un sujet sur cette génération-là, en effet. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait posé une question sur le streaming musical, en fait, et on voyait que 7 sur 10 écoutaient tous les jours du streaming musical. En fait, on se rend compte quand même que pour la moitié d'entre eux, de ceux qui écoutent des streamings musicaux, c'est du freeware. En fait, ils ont un système de freemium, donc Spotify ou Deezer, mais gratuit, avec de la publicité, et je n'ai pas payé d'abonnement, donc seulement 52% d'entre eux possèdent un abonnement pour écouter de la musique en streaming, essentiellement Spotify ou Deezer, voire Amazon Prime Music. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, on leur a demandé un petit peu quels sont les réseaux que vous utilisez le plus. C'est toujours intéressant de voir un petit peu
les générations et les réseaux sociaux, puisqu'on voit qu'auprès de cette génération des élèves de terminale, c'est Instagram qui est le plus consulté pour 84% d'entre eux, qui est le plus utilisé, suivi de Snapchat, quasiment égalité, 81%. En troisième, on retrouve YouTube. TikTok, finalement, ils sont déjà presque un petit peu trop vieux pour TikTok, génération un petit peu en dessous déjà, on est à 57%. Twitter, qui est quelque chose de plus professionnel, ils n'y vont pas, 38%. Facebook Messenger, c'est pour les vieux de ma génération, quasiment, on va dire, et là, on est sur 24%. Discord, Twitch, LinkedIn, 4%, et autres à 6%. Donc, vous voyez vraiment trois qui ressortent, Instagram, Snapchat, YouTube. Et puis, quand on leur a posé les raisons pour lesquelles ils utilisent les réseaux sociaux, on se rend compte que clairement, alors le premier, discuter avec l'entourage, ok, on n'est pas surpris pour 2 tiers d'entre eux. Et le deuxième est plus surprenant, ils assument complètement le fait que j'utilise le réseau social pour passer le temps. Donc, c'est assumé, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas forcément pour me détendre, suivre les actualités, me renseigner sur différents sujets. Non, c'est juste pour passer le temps, en fait. Donc, pour plus de la moitié d'entre eux, je suis sur les réseaux sociaux pour passer le temps. Et 2 tiers, bien évidemment, discuter avec mon entourage. Et quand on leur demande à quelle fréquence ils utilisent, que ce soit WhatsApp, Telegram, Signal, on voit que WhatsApp, bien évidemment, aujourd'hui, est leader de loin et avec 74% qui l'utilisent, notamment 16% plusieurs fois par jour, notamment en Ile-de-France. Et Telegram, quand même, on a un élève sur 4 qui nous disent qu'ils utilisent Telegram. Alors, pas forcément aussi fréquente, quoique, on a quand même un petit peu, mais voilà, 25% qui l'utilisent. Signal est utilisé par 18% d'entre eux. On leur demandait également, c'était un petit peu en miroir de la question tout à l'heure, comment souhaiteriez-vous être contacté par les établissements, et on voyait que c'était essentiellement par mail. On voit que le mail aujourd'hui, ils l'utilisent. Alors, ils ne l'utilisent pas tous les jours, hein. Les 3 quarts d'entre eux l'utilisent au moins une fois par jour. C'est quand même pas mal, mais finalement, moins de la moitié l'utilisent plusieurs fois par jour. Ils sont moins addicts au mail que SMS, que les réseaux sociaux. Néanmoins, c'est quand même un outil qu'ils commencent à utiliser assez régulièrement, parce que c'est aussi quelque chose qu'ils vont utiliser de plus en plus par la suite. Mais un usage, comme on l'a vu, hein, je me permets d'insister, différent vraiment. Je compartimente ma vie, les mails, je ne fais pas le même usage que les réseaux sociaux, les SMS, téléphone et compagnie. Et on leur avait quand même posé une petite question pendant leur recherche. Est-ce qu'ils ont consulté les pages ou les posts des établissements de formation sur les réseaux sociaux? On se rend compte que pour la moitié d'entre eux, un petit peu plus même, ils avaient regardé en effet les pages YouTube, des pages Instagram, moins en ce qui concerne Snapchat, TikTok et Twitter et Facebook, et encore beaucoup moins, bien évidemment, sur LinkedIn. Donc, s'il y a aujourd'hui 2 réseaux sociaux sur lesquels il faut aller, c'est essentiellement YouTube et Instagram pour communiquer avec cette génération-là. Et d'ailleurs, quand on leur demande, c'est un peu en miroir, quand on leur demande un petit peu est-ce que vous attendez que ces établissements communiquent avec vous sur ces plateformes-là, sur ces réseaux-là, en fait, autant pour Instagram, ils disent oui, pourquoi pas, 53% d'entre eux. Après, on voit quand même qu'il y a un décrochage. Même YouTube n'est que à 38% entre guillemets, et Facebook 35%. On voit par la suite un Twitter, Snapchat et LinkedIn, TikTok qui décrochent un petit peu. Donc Instagram serait peut-être aujourd'hui pour eux la plateforme de réseaux sociaux la plus pertinente pour ces établissements pour communiquer avec eux. Voilà un petit peu les résultats de cette étude que l'on a menée pour vous tout début juin. Il est 15h08, je regardais l'heure, pardon. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On a un petit peu débordé, toutes mes excuses. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, des réactions. Sandra, merci. Oui, merci beaucoup Stéphane. Ce que je vous propose du coup, comme on est très nombreux, si vous pouvez nous mettre les questions sur les commentaires, comme ça s'il y en a beaucoup, on ne circuite pas les uns les autres. En attendant, je vais vous soumettre, Stéphane, une question qui a été évoquée par Emmanuel Carré, qui est le directeur de l'ISCP à Paris, qui évoquait tout à l'heure son étonnement sur le fait que les jeunes disent que ce qu'ils regardent en premier, c'est le journal télévisé. Et il disait, les jeunes n'y suivent pas l'actualité dans la vraie vie. Donc, comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que ça peut être un mensonge, entre guillemets, pour faire bien? Ou est-ce que c'est parce qu'ils regardent avec leurs parents, même s'ils regardent que d'un œil? Comment est-ce que vous l'analysez avec votre expertise?
Alors, de ce qu'on voit par ailleurs, parce qu'on fait pas mal d'autres, enfin pas mal, non, on fait quelques études on avait fait pour Canal+ il y a quelques temps, mais là récemment on en a fait aussi pour Bearing Point sur les habitudes médias des foyers. Clairement, alors pas autant que dans les années 70-80, mais c'est vrai que la télé reste aujourd'hui allumée pendant le dîner. Les élèves de terminale, clairement, ils n'écoutent pas. En fait, ils sont dans leur monde, ils pensent à autre chose. Et ceci dit, est-ce que les parents écoutent et s'intéressent à ce qui se passe pendant le journal télé? Je suis pas sûr non plus. Non, en fait, oui, ils nous déclarent qu'ils regardent le journal télé, mais ils regardent les images. Si ça se trouve, c'est mis en mute d'ailleurs, et ils n'écoutent même pas l'information en soi. Et ils vont peut-être l'activer quand ils vont voir l'incendie du toit de Notre-Dame ou un truc un peu extraordinaire. Mais sinon, non, ils vont pas trop écouter et s'intéresser à l'actualité. D'accord, merci. Il y a eu 2 questions aussi, j'ai vu sur le niveau de détail. Est-ce que la question était, est-ce qu'on a le détail de quand ils acceptent de donner leurs coordonnées, quel type de coordonnées, c'est-à-dire jusqu'où ils veulent bien donner des informations, est-ce que c'est jusqu'au mail, est-ce que c'est jusqu'à l'adresse, etc. Ça, on n'a pas cette information et ça aurait été difficile probablement de la poser dans le cadre d'une étude quanti. Ouais, surtout que quand on voit avec quelle facilité ils nous répondent oui, je pense que au même titre, ils ont assez de facilité à nous dire que on peut les contacter. Je pense que le seul point où ils vont s'arrêter, c'est SMS et téléphone mobile, ça ils ne vont pas. Mais laisser une adresse mail ne leur pose aucun problème. De toute façon, ils ont souvent plusieurs adresses mail, donc ils peuvent très bien avoir une adresse mail presque dédiée à ça et laisser une adresse mail fake entre guillemets qui leur permet de se dire bah voilà, je suis obligé de remplir le champ pour télécharger ma brochure. Bon bah pas de problème, je vais mettre mon adresse mail Yahoo que je n'utilise plus de toute façon depuis 3 ans et comme ça ils ont les champs et je peux télécharger ma brochure. C'est un petit peu ça aussi le mode de fonctionnement des élèves de terminale. D'accord, merci. Il y avait une question aussi qui était est-ce qu'on sait qu'ils sont intéressés par les sites d'orientation, ils vont se renseigner dessus, mais quels sites d'orientation vont-ils voir en premier? Ça, c'est une information que nous n'avons pas, pour le coup. Non, j'avoue qu'on n'a pas posé la question. On n'a pas posé cette question, en effet. Après, je ne sais pas en la posant, on aurait pu avoir des résultats exploitables, en tout cas quantitativement, puisque par définition, en fait, d'une filière à l'autre, ils ne vont pas forcément se renseigner au même endroit. Et du coup, on aurait été obligé de faire par filière et on aurait eu des choses probablement peu représentatives. Non, exactement, ça aurait été une question ouverte. Et alors là, Aude allait avoir encore plus de boulot derrière pour essayer, par filière, de voir un petit peu ce qu'il en était. Enfin, on a interrogé 400 élèves. Je pense qu'on aurait eu peut-être, sans exagérer, 100 ou 200 retours différents. Enfin, c'est tellement explosé comme possibilité derrière que ça aurait été compliqué, je pense. En fait, si c'est moi qui ai posé la question, Mathieu Delage de l'ISPA, c'était pour savoir si les sites, les vieux sites concernant l'orientation comme Sudirama, l'étudiant et autres avaient toujours autant de poids, et s'il y avait des nouveaux acteurs sur l'orientation qui étaient en train de monter en puissance, et si les jeunes avaient un intérêt un peu plus prononcé sur ces nouveaux sites que ces vieux acteurs. Alors, sincèrement, on n'a pas la réponse, donc je ne pourrais pas me positionner par rapport à ce que vous dites. Le seul point, c'est qu'on se rend compte que l'étudiant, typiquement, avait perdu beaucoup de notoriété ces dernières années. Puis le son de l'étudiant, qui était quand même iconique il y a pas mal d'années, il était beaucoup moins ces derniers temps. Mais je n'ai pas la réponse à votre question, par contre. Ok, merci beaucoup. Mathieu, tu l'as dans l'enquête que j'ai faite et que je t'ai envoyée. Super, merci Arnaud. Voilà. Ensuite, il y a une question aussi sur est-ce qu'on a pu, via l'étude, identifier quel était l'impact des différents types d'annonces web, est-ce que du display, du social ads, etc. Non. La question n'a pas été posée, non. Non, la question n'a pas été posée et puis je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on aurait pu la poser pour le coup. Non, on aurait pu demander est-ce que ça a influencé est-ce que telle action a influencé derrière votre choix, mais pour le coup, moi, je n'aurais pas accordé beaucoup de crédibilité à ce qu'il nous aurait dit. Et là encore, il aurait fallu avoir une base de plusieurs, peut-être centaines, voire milliers d'élèves pour arriver à avoir quelque chose de consistant derrière. Je vois une question de Jean-Camille aussi qui nous demande si on les a interrogés sur l'arrivée potentielle d'une nouvelle école. Alors non, on ne les a pas interrogés sur une
on ne les a pas interrogés sur les écoles de façon spécifique d'ailleurs, parce qu'on n'a cité aucune école. Par contre, je rebondis sur ce que disait Stéphane tout à l'heure. On a veillé sur toutes les questions sur lesquelles ça pouvait avoir du sens, à matcher en fait les réponses en fonction des filières qui intéressent le jeune. Alors comme disait Stéphane, c'est à prendre avec précaution parce que c'est pas représentatif, c'est des quantités moindres évidemment, mais néanmoins ça donne des petites tendances et donc bien sûr on vous enverra la présentation très prochainement, si ce n'est aujourd'hui, probablement demain, et du coup on vous fera un focus là-dessus pour que vous puissiez aussi voir s'il y a des pistes de spécificité liées à vos filières propres. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Pas d'autres questions ? Que de bons élèves. Ok. Bon, bah, du coup, si tout est clair, bon, si tout est clair, c'est bon. De toute façon, s'il y a des questions complémentaires, bien évidemment, Sandra et Aude sont vos interlocuteurs et reviendront vers nous. Et on a, enfin, vous avez tous les tris possibles de questions. Et s'il y a besoin de faire d'autres tris, voilà, on est bien évidemment là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Ok. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis, Merci. bonne après-midi. Avec plaisir. Bon après-midi à tous. Merci. Merci, au Au revoir. Au revoir.